Mesdames et messieurs, François Fillon, merci beaucoup d'être là. Il y a beaucoup de curiosité de vous entendre dans vos qualités de dirigeant de l'automobile mondiale. Vous êtes président de la commission des constructeurs de la Fédération internationale automobile. Et ça n'est pas seulement l'automobile, c'est un monde, l'automobile. Et tous ceux qui connaissent ces lieux pour le salon de l'auto le savent bien. C'est une sorte de sismographe de l'économie mondiale, des rapports de force mondiaux. Et j'aimerais vous demander à quel moment, pour partir de là, alors vous êtes un passionné d'automobile, on en parlera tout à l'heure, mais dans vos nouvelles fonctions, à quel moment ça vous est apparu? À quel point l'automobile, c'est l'industrie mondiale? En réalité, c'est quand les choses vont mal qu'on se rend compte que l'automobile, c'est l'industrie mondiale. Et il se trouve que l'automobile est en train d'affronter une série de crises absolument majeures, au fond comme elle n'en a pas connu quasiment depuis l'invention du moteur à explosion. Et c'est à ce moment-là qu'on comprend que l'automobile, c'est une part très importante de l'économie mondiale, mais c'est plus que ça. C'est la liberté de se déplacer. Donc c'est un élément de la façon de vivre, c'est un élément, une conquête de l'homme qui a toujours cherché à avoir son autonomie dans ses déplacements. Et donc c'est à la fois un problème économique, et en même temps, c'est un problème politique, philosophique, social de première ampleur. Et aujourd'hui, quand on voit les doutes qui assaillent les constructeurs, en particulier européens, quand on voit les critiques et les oppositions qui montent contre l'automobile, contre ce que certains qualifient d'individualisme, qui est au fond la liberté individuelle, on mesure à quel point l'automobile tient une place absolument centrale dans l'organisation et dans la vie de nos sociétés. Vous avez ça dans le sang, hein, depuis quand? Je suis né au Mans, donc voilà, je suis né au Mans, dans une famille de passionnés d'automobile. Mon grand-père avait quelque temps dirigé le garage Peugeot du Mans. Il avait été engagé aux 24 heures du Mans sur une Peugeot en 1923 ou 24, je ne sais plus. Il n'a pas couru parce qu'au dernier moment, sa femme lui a interdit de courir en lui disant que c'était trop dangereux. Voilà. Première voiture, c'était quand? C'était quoi plutôt? Mais ça, j'ai jamais eu des voitures exceptionnelles parce que j'ai fait que de la politique pendant 40 ans, donc ça n'autorise pas à avoir des voitures extraordinaires. Donc voilà. Une de mes premières voitures, c'était une R5 Alpine avec laquelle je me suis mis dans un ravin en Espagne avec ma femme. Voilà. Je vais peut-être arrêter là. Ensuite, il y a eu les rallyes. Ensuite, il y a eu la passion. Hein. Mais pour revenir au sujet de cette puissance de l'automobile, vous avez accès à tout le monde. Hein. Moi, ça m'a frappé en interviewant des gens comme M. Tavares, PSA, etc. En réalité, c'est un pouvoir qui est souvent plus important que certains chefs d'État. C'est le cas de beaucoup de patrons de très grandes entreprises mondiales qui ont comment dirais-je, qui ont vocation dont le marché est un marché mondial et qui donc évidemment sont en marge ou au-dessus des contraintes nationales. C'est vrai pour les grandes sociétés automobiles, c'est vrai pour les grandes sociétés pétrolières. J'ai un de mes anciens collaborateurs, qui est l'actuel président de Total. À chaque fois que je vois Patrick Pouyanné, c'est un chef d'État. Ouais. Il est reçu dans le monde entier comme un chef d'État. Ça montre la puissance de cette industrie et du coup, ça nous amène à nous interroger sur les conséquences d'une disparition de cette industrie causée par la transition énergétique si elle est mal conduite. Alors, précisément, empire énorme, mais on a l'impression que c'est un empire menacé. Le directeur du Salon de Genève le disait, hein, ils ont perdu un peu de participants, mais c'est bien pire à Francfort. Francfort a reculé de combien? 250 000 visiteurs. Est-ce que c'est un univers en danger? Oui, c'est un univers en danger. J'étais à Francfort au salon. C'est d'ailleurs très frappant parce que nos amis allemands ne présentaient que des voitures électriques. Comme chacun sait, ils ne produisent que des voitures électriques. Et les vraies voitures étaient cachées. Je pense au stand de Porsche qui était absolument sublime, où il n'y avait que des voitures électriques. Mais si on montait à l'étage, dans le fond de la pièce, il y avait des voitures qui, moi, me parlent un peu, quoi. Oui, c'est un monde qui est menacé et c'est une question
à la fois économique, politique et presque philosophique. Il y a un problème de réchauffement de la planète, il y a un problème d'émissions de gaz à effet de serre qui est évident et qu'il faut affronter. Pour l'affronter, il faut trouver les bonnes solutions, il faut le faire de façon pragmatique et il faut le faire en essayant de préserver notre mode de vie. On s'est battu pour la liberté individuelle, on s'est battu contre toutes les tentations collectivistes. Il y a une menace contre ça, pardon, maintenant ? Bien sûr, parce qu'une partie des gens qui se battent pour la fin des véhicules thermiques, sur les sujets d'environnement, il y a une partie des gens qui sont sincères, et il y a une partie qui, au fond, enfourche de nouveau l'idéologie collectiviste, totalitaire, qui, à intervalles réguliers, réapparaît dans l'histoire de l'humanité. On a eu l'épisode communiste soviétique. Aujourd'hui, on a des défenseurs de l'environnement, pas tous, mais il y a des défenseurs de l'environnement pour lesquels seule une organisation collective de la société permettra de résoudre les problèmes. Donc ça veut dire que derrière la question de la transition énergétique, il y a une question encore plus au moins aussi fondamentale, qui est celle de la société dans laquelle on veut vivre. Donc ces gens vous expliquent, un peu comme une nouvelle religion ou comme un nouveau totalitarisme, que c'est pas bien de rouler tout seul dans sa voiture, que c'est pas bien de rouler en voiture, que c'est pas bien de... Et derrière ça, c'est tout notre mode de vie, au fond, qui est remis en cause. Ça veut dire, une Greta Thunberg aujourd'hui, dont on parle pour prix Nobel de la paix vendredi, ce ne serait pas votre candidate? Je ne m'exprimerai pas, je ne veux pas faire de... Mais précisément, vous pensez qu'il y a une critique de l'économie libérale qui est dangereuse, selon vous? Bien sûr, parce que derrière cette conception que j'appelle totalitaire de la lutte pour l'environnement, il y a donc des dogmes. Comme dans toutes les religions, il y a une Bernadette Soubirous qui vient... évoquer sa révélation à la télévision, et il y a quand même une partie de l'opinion qui se laisse tromper par ce discours. Alors, je veux bien il ne faut pas se méprendre, je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas prendre des mesures pour lutter contre le réchauffement climatique, je dis simplement que ces mesures doivent être pragmatiques, elles doivent être graduelles, elles doivent être efficaces. Je vais prendre un exemple très simple. On est en train d'interdire le diesel dans pratiquement tous les centres-villes des grandes agglomérations en Europe. Aujourd'hui, les moteurs diesel les plus récents ont le même niveau de rejet de particules que les moteurs à essence. Mais ils consomment moins. Donc ça veut dire qu'en réalité, un moteur diesel moderne, de la dernière génération, peut être moins polluant qu'un moteur à essence. Essayez d'expliquer ça à des gens qui ne sont pas des spécialistes de l'automobile. C'est impossible. Quand vous dites, Greta Thunberg, Bernadette Soubirous, il y a une part irrationnelle selon vous? Bien sûr, il y a une partie dogmatique. On a décidé que l'avenir, c'était l'électricité. Bon, très bien, parfait, formidable. Est-ce que quelqu'un se pose la question de savoir comment on va produire l'électricité? Non. Enfin, bien sûr, il y a des gens qui se posent la question, mais enfin, la question est loin d'être résolue. Est-ce qu'on se pose la question de savoir si la rapidité avec laquelle on impose cette transition énergétique aux constructeurs ne va pas se traduire par un transfert de la production d'Europe vers l'Asie et vers la Chine, qui, pour des raisons historiques complexes sur lesquelles on peut revenir, est plus avancé que nous sur ces sujets. Voilà, c'est des questions qui ne sont pas évoquées parce qu'on est en face d'un dogme. L'électricité, c'est formidable et c'est propre. Bon. Pardon, mais une Tesla qui recharge en Allemagne pollue plus que certains modèles à essence qui roulent parce qu'en Allemagne, l'électricité est produite pour l'essentiel avec du charbon et du gaz. Est-ce que vous n'êtes pas en train de perdre cette bataille des idées? Je veux dire, la voiture a été ringardisée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mythologie de Roland Barthes avec la Citroën, c'est quelle Citroën, la DS? C'était la DS, oui. Voilà, c'est pour toute une génération, c'était la croissance, c'était la liberté, comme vous dites, etc. Cette image a terriblement vieilli.
Alors, il va y avoir des changements dans notre façon de consommer l'automobile, évidemment. Je pense que, par exemple, le passage à l'électrique, il va se faire. Pour l'instant, on est très loin. En réalité, c'est très marginal, en Europe en tout cas. C'est très marginal et surtout, c'est absolument pas organisé. C'est-à-dire que, par exemple, si vous essayez de regarder qui est en charge de mettre en place les réseaux de distribution de recharge électrique en Europe, personne. Ici, c'est une municipalité. Là, dans le cadre de mes fonctions à la FIA, j'ai entrepris de rencontrer tous les constructeurs européens pour essayer de voir comment les aider et les accompagner sur ce sujet, notamment comment la FIA, qui représente les consommateurs automobiles du monde entier, pouvait aider à dépassionner le débat, ou en tout cas à le dédogmatiser. Et j'ai eu la surprise de voir le président de Porsche me dire « Ah ben vous connaissez bien le président de Total, ça serait bien que vous organisiez un rendez-vous parce qu'on pourrait parler ensemble de recharge. Enfin, vous avez besoin, vous, le président de Porsche, de moi pour me demander un... » Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté artisanal, il n'y a rien de pensé, il n'y a rien de programmé. Il y a des pouvoirs publics qui ont dit il faut qu'en 2025 le niveau de rejet soit de temps, et des constructeurs automobiles qui ont une pression médiatique extrêmement forte et qui du coup pensent qu'il n'y a pas d'autre solution que cette voie du tout électrique. Et c'est particulièrement vrai en Allemagne. Nos amis allemands ont la caractéristique d'être extrêmement organisés quand ils se mettent à faire quelque chose. Ils le font de façon massive. Bon, on leur a dit il faut faire de l'électrique, donc ils font de l'électrique de façon massive. Est-ce que derrière, il y a une réflexion stratégique de long terme sur est-ce que ça correspond aux attentes des consommateurs? Est-ce que c'est compatible avec notre mode de vie? Est-ce que ça ne va pas se traduire par un énorme cadeau fait à l'industrie chinoise? Voilà. C'est des questions comme ça qu'il faut poser. Et si on les pose, on peut très bien à ce moment-là trouver des solutions qui sont des solutions aussi efficaces et même plus efficaces que celles qui sont proposées aujourd'hui. Il suffirait par exemple de dire les objectifs, c'est des objectifs de rejet, globaux d'ailleurs, pas seulement pour l'automobile, mais pour... quand l'Allemagne utilise le charbon pour faire de l'électricité, c'est quand même un vrai sujet. Aujourd'hui, la France est le pays en Europe qui émet, par rapport au nombre d'habitants, le moins de rejets de gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce qu'on a du nucléaire. J'ai une petite application sur mon téléphone qui est très très intéressante. C'est une application qui montre en temps réel les rejets liés à la production d'électricité dans le monde. Il y a des zones toutes vertes comme la France, puis il y a des zones qui sont noires. Bon. Ce sont des questions qui devraient être prises de manière globale. On décide qu'en 2025, chaque pays doit atteindre tel niveau en matière de rejet de gaz à effet de serre. Et puis après, on cherche les solutions technologiques les meilleures. Si demain, vous remplacez de façon assez radicale les flottes de voitures par des voitures, y compris thermiques, avec des moteurs qui polluent beaucoup moins, mais vous allez arriver au même résultat que celui qu'on essaye de se fixer avec le passage au tout électrique, sauf que le passage au tout électrique impose des contraintes et des risques pour l'avenir de l'industrie automobile européenne. Vous avez mentionné la question de la Chine. Est-ce qu'eux sont en train de réussir ce qu'on ne fait pas? Alors les Chinois, évidemment, ils fonctionnent d'une manière complètement différente. D'un côté, ils ont des industriels qui prennent tous les risques, qui, appuyés sur un marché gigantesque, pensent que tout est possible. Voilà, je racontais à Darius tout à l'heure, avant cette réunion, que je suis allé avec Jean Todt à Pékin voir un constructeur automobile chinois dont personne n'a jamais entendu parler, mais qui est le premier producteur de voitures électriques dans le monde, mais pour le marché chinois. Et il nous a expliqué qu'il voulait faire un championnat du monde de voitures. Il était d'ailleurs présent au salon de Genève. Il voulait faire un championnat du monde électrique GT. Il nous a montré les voitures, le règlement, voilà, tout était prêt. Il n'y avait plus qu'à appuyer sur le bouton. Il suffisait que la FIA mette son tampon pour qu'il y ait un championnat du monde de voitures électriques GT.
Et je lui ai posé une question. Je lui ai dit, est-ce que vous avez discuté de ça avec d'autres constructeurs? D'autres constructeurs? Et pourquoi? C'est mon championnat, je le fais tout seul. Voilà. Donc ils ont cette espèce de je ne sais pas comment appeler ça, moi, vous voyez, c'est des adolescents pour lesquels tout est possible, parce qu'ils ont cette force à la fois de la jeunesse de leur économie, de la force du marché. Puis de l'autre côté, ils ont un gouvernement autoritaire qui prend des décisions pour les favoriser. Donc si le gouvernement chinois décide que demain toutes les voitures sont électriques à Pékin, toutes les voitures sont électriques à Pékin et ça prend 3 ans. Ils l'ont fait par exemple pour les 2 roues. Et ça change déjà ça, hein, pour les 2 roues thermiques. En 3 ans, à Shanghai, à Pékin, enfin dans toutes les grandes villes chinoises, les 2 roues thermiques ont disparu. Vous pouvez vous promener dans Pékin, 0 2 roues thermiques. Ça a pris 3 ans. Imaginez. Pour le libéral que vous êtes, est-ce que c'est pas un choc de voir? On vivait dans l'idée de la grande promesse, Montesquieu, le commerce doux, la démocratie et l'économie de marché, ça ira toujours de pair. Et là, on voit une énorme puissance qui est de plus en plus libérale, mais pas du tout démocratique. Je ne veux pas vous gâcher la journée. Le repas est fini. Mais il y a effectivement un scénario pour moi assez terrifiant, dans lequel le mariage de ce type de pouvoir autoritaire et des nouvelles technologies, en particulier de la maîtrise des données et de l'intelligence artificielle, conduit à une société totalement collectiviste, à une société totalement totalitaire, à une société dans laquelle l'individu n'a plus aucune liberté de choix. Je vais essayer de décrire en 2 mots ce monde terrifiant, mais vous avez une voiture électrique autonome. Elle est évidemment contrôlée par un système central. Voilà, vous descendez de chez vous pour prendre votre voiture, le système vous dit ben non, pas aujourd'hui, pas à cette heure, il y a trop d'embouteillages, etc., etc. Toutes les données que vous produisez ne vous appartiennent pas, mais sont collectées et utilisées par le pouvoir. Plus la reconnaissance faciale, plus le fichage. Plus, pas seulement la reconnaissance faciale. Au salon de Francfort, j'ai vu une société qui développe des algorithmes qui permettent de prévoir les comportements de l'ensemble des acteurs autour d'une voiture. Donc, quand la voiture autonome roule, il faut qu'elle soit capable d'interpréter, par exemple, un enfant qui joue au ballon ou une personne qui marche en regardant son téléphone. Ce qui n'est pas la même chose que juste de repérer une silhouette. Bon. Donc on voit bien que c'est à la fois un progrès gigantesque en matière de sécurité, mais en même temps ça devient absolument terrifiant sur le plan des libertés individuelles. Les Chinois ont développé des algorithmes qui permettent de reconnaître des comportements dangereux ou des comportements à risque sans même voir le visage de la personne. Par exemple, dans un hall de gare, les caméras et ces logiciels sont capables de repérer à son comportement physique, au comportement de son corps, quelqu'un qui est bizarre, qui est dangereux. Bon. Peut-être que certains... non, je m'arrête là parce que je vais dire des bêtises. Ce cauchemar chinois, il appelle un sursaut. Est-ce que ce sursaut, vous le voyez en Europe? Un sursaut, alors, je veux dire, des puissances démocratiques, libérales. Alors, si on peut juste, comment dirais-je, prendre un tout petit peu d'altitude pour essayer de camper le paysage dans lequel on va vivre, de mon point de vue, pour les 20 prochaines années, je pense que ce paysage va être caractérisé d'abord principalement par le choc frontal entre la Chine et les États-Unis. Je pense que les 20 prochaines années, c'est ce qui va dominer l'histoire mondiale. Les États-Unis sont depuis longtemps la première puissance mondiale. Les Américains se sont installés dans ce rôle. Ce n'est pas une question de politique, ce n'est pas la question de savoir qui est président des États-Unis, c'est une question beaucoup plus profonde. Les Américains n'imaginent pas aujourd'hui ne plus être les maîtres du monde, ne plus être les premiers. Trump, pardon, il est le révélateur de ça. Hein. Oui, mais je veux dire, c'est pas après que lui, Trump, ça sera quelqu'un d'autre, ça ne changera pas fondamentalement le sujet. Ils n'accepteront jamais d'être doublés par les Chinois. Alors, ils accepteront, s'ils sont doublés, ils seront doublés, mais ils vont tout faire pour l'empêcher.
Et ils ont des atouts pour y arriver, parce que c'est quand même une immense puissance, avec une capacité scientifique, technologique remarquable, avec une capacité financière, avec cette liberté individuelle qui a par ailleurs aussi des atouts en termes de créativité. Donc ils ont des atouts. Mais ils ont en face d'eux un bulldozer chinois avec une stratégie impériale, avec une population, même si la démographie ralentit, c'est quand même une énorme masse qui en plus est en train de coloniser, pas militairement, mais économiquement toute l'Asie. Et donc le choc entre ces deux géants va être un choc extrêmement puissant. Et je pense que la guerre commerciale de Trump, c'est même pas les hors-d'œuvre de ce qu'on va connaître. Donc ça va dominer le paysage mondial. Et l'Europe au milieu de ça? Et alors voilà, la question c'est que l'Europe, dans cette situation-là, elle va se retrouver sans alliés en réalité, parce que dans cette bagarre, les Américains n'auront aucun sentiment. S'il faut marcher sur la tête de l'Europe, ils marcheront sur la tête de l'Europe. Et en même temps, les Européens ne peuvent pas se fâcher avec les Chinois, parce que c'est quand même un immense marché avec lequel ils doivent composer. Donc, vous voyez, c'est un rôle très très difficile pour l'Europe. La seule façon pour l'Europe de tirer son épingle du jeu, en tout cas d'assurer sa survie dans ce contexte-là, c'est d'être suffisamment forte, puissante et organisée pour pouvoir se faire entendre. Ça en prend le chemin? Voilà. Et on fait exactement le contraire. Ouais. C'est-à-dire qu'on est en train de faire exactement le contraire. Il y a un phénomène en ce moment d'atomisation de l'Europe, j'ai envie de dire de l'Europe, pour simplifier les choses, que j'appelle moi le Moyen-Âge moderne. C'est-à-dire qu'on est en train de retourner à une période qui correspond un peu au Moyen-Âge, où chacun se replie sur sa communauté. Le monde est dangereux, j'ai peur de l'avenir, je vois la Chine qui est en train de me prendre mes emplois. Ça veut dire, pardon, le Brexit, pour vous, c'est révélateur de ça? Absolument, parce que se replier sur sa communauté, ça peut être sa communauté géographique, donc c'est le Brexit, ou c'est la Catalogne, ou c'est l'Italie du Nord, ou c'est la Flandre, ou c'est la Corse, je ne sais pas. C'est sa communauté religieuse. On voit monter une forme de sectarisme, de fondamentalisme religieux, plutôt chez les musulmans aujourd'hui, mais qui peut demain, en réaction, appeler une sorte de fondamentalisme dans les autres religions. Je m'égare un tout petit peu, mais je ne peux pas ne pas raconter cette histoire, parce que je trouve qu'elle est très très révélatrice. Il y a 3 ans, je crois, je rencontrais à Téhéran l'ayatollah Rafsanjani, l'ancien président iranien. Et à un moment dans la conversation, on parlait d'Israël et il me dit il faut qu'ils s'en aillent. Alors, je lui dis mais qu'est-ce que vous voulez dire? Ils n'ont rien à faire en Palestine, il faut qu'ils partent. Je dis vous ne pouvez pas dire ça, même si vous le pensez, de toute façon ça ne se produira pas. Donnez-moi une seule raison pour laquelle ils pourraient rester. Je dis oui, ils étaient là il y a 2000 ans. Il éclate de rire et il me dit nous il y a 5000 ans on était en Inde, on ne va pas y retourner. Et là je ne sais plus quoi dire. Et donc je rassemble toutes mes forces pour trouver une réponse et je lui dis c'est ça, continuez comme ça, mettez les chrétiens dehors, mettez les juifs dehors, et vous ne croyez pas qu'un jour les Européens voudront mettre les musulmans dehors? Il y a eu un peu de silence, et en repartant dans la voiture, je me suis dit au fond, j'ai pas réfléchi à cette phrase, elle est brutale, elle est provocatrice, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que si on laisse monter l'intolérance, elle fait naître de l'intolérance en face. Donc on a aujourd'hui des communautés religieuses qui peuvent se radicaliser. On a un repli communautaire ethnique. Il y a des banlieues de nos villes, et pas seulement en France, qui sont totalement homogènes sur le plan ethnique, et où le mode de vie n'est plus celui du pays dans lequel se trouve ce quartier. Ce qui s'est passé en France avec l'infiltration de la préfecture de police de Paris, est-ce qu'il est le reflet pour vous d'une évolution qui continue, qui va continuer? Bien sûr, c'est une évolution qui n'a jamais cessé de s'arrêter. Et ce qui est terrible dans le système politico-médiatique occidental, c'est qu'on braque les projecteurs sur un sujet quand il est chaud, donc il y a un attentat, pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, etc. Puis ensuite on oublie. Et on passe à autre chose et on fait comme si le sujet n'existait plus. Mais en réalité, la montée de ce que moi j'appelle le totalitarisme islamique,
Je ne veux pas parler de terrorisme, parce que le terrorisme, c'est juste un instrument, c'est un mode d'action, le terrorisme. Mais derrière le terrorisme, il y a un projet politique totalitaire, conduit par des musulmans radicalisés, dont l'objectif est de dominer le monde, ou en tout cas de dominer une partie du monde, ou au moins déjà le Moyen-Orient. Quand Emmanuel Macron a parlé de l'hydre islamiste l'autre jour, ouais, il y a une conscience de ça? Alors il y a une conscience de temps en temps, mais il n'y a pas... par exemple, on a chassé l'État islamique de l'Irak, enfin de la partie de l'Irak qu'il avait envahi, donc on se dit, ça y est, on a gagné la guerre, mais pas du tout. On n'a rien gagné du tout. Vous avez aujourd'hui le Pakistan qui est, pour une très large part, déstabilisé par les fondamentalistes islamiques. Vous avez l'Afghanistan, où après 18 ans de guerre, et pratiquement 1000 milliards de dollars dépensés, les Américains vont se retirer et vont laisser les clés aux talibans. Vous avez la Syrie, l'Irak, le Yémen, la Libye, le Sahel, une partie de l'Afrique occidentale, le Nigeria, qui sont profondément travaillés par les fondamentalistes islamiques. Mais qu'est-ce que vous répondez, pardon François Vien, à ceux qui disent, mais déjà à votre époque, c'était le cas? Bien sûr, c'est pas nouveau. Donc c'est un échec de votre époque aussi? C'est un phénomène profond qui prend une partie de ses racines dans les politiques idiotes que les Occidentaux ont conduit au Proche-Orient. Je veux dire, il n'y aurait jamais eu d'État islamique en Irak et au Levant s'il n'y avait pas eu l'invasion de l'Irak par les États-Unis. Je ne dis pas que c'est la seule cause de la montée de ce fondamentalisme. Il est plus ancien, il a d'autres racines. Mais... Et là, c'était bravo Chirac? Oui, parce que là, on a donné un coup d'accélérateur incroyable à la montée de ce fondamentalisme. De la même façon, je sais que j'ai été beaucoup critiqué pour ça, mais j'ai toujours dit qu'il ne fallait pas rompre le dialogue avec la Syrie et avec le président Bachar el-Assad, quel que soit par ailleurs son comportement, simplement parce que le jour où vous faites sauter le régime syrien, vous laissez le champ libre à tous les fondamentalistes. C'est ce qui s'est passé en Syrie, c'est ce qui s'est passé en Libye, où on a fait une erreur, non pas en protégeant des Libyens qui allaient se faire massacrer par les forces libyennes, mais en pensant qu'il suffisait d'une intervention militaire pour régler une situation. En fait, ça ne règle rien du tout. Et je pense que c'est la grande leçon de la Syrie, de l'Irak, de la Libye, c'est que les interventions militaires occidentales n'ont plus de sens et n'ont plus d'efficacité. Voilà, elles se retournent même contre nos propres objectifs. C'est frappant de vous entendre en tant que patron de la FIA, quand vous décrivez l'Europe... On est assez loin de la FIA, là, pour être franc. Quand vous décrivez l'Europe, ça rappelle tous ces hommes d'affaires qui, dès qu'ils sont hors micro, disent « l'Europe, c'est vieux, c'est fatigué, c'est usé, il n'y a plus Agnac ». Et en réalité, l'Asie va nous manger. C'est caricatural, mais on entend beaucoup ça. Non, c'est pas caricatural. En 1700, le PIB de la Chine... Enfin, la Chine et puis les différents pays asiatiques, ça représentait la moitié de la richesse mondiale. Au XXe siècle, on est descendu en dessous de 20%, et en 2025, on sera de nouveau au-dessus de 50%. Donc la Chine et l'ensemble de l'Asie, poussés par la démographie, qui est quand même une des clés de la croissance et du développement, sont sur une phase ascensionnelle qui va les conduire à dominer l'économie mondiale. Alors je ne sais pas combien de temps ça durera, je ne sais pas si c'est possible de limiter cette expansion. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a une inertie de cette croissance qui fait que pour les 20 ans qui viennent, rien ne va les arrêter. Voilà, après, je ne sais pas. Mais je ne crois pas du tout à la... Par exemple, tous ceux qui disent, regardez ce qui se passe à Hong Kong, ce qui se passe, ça va bloquer le développement de la Chine. Ou ceux qui disent, la croissance chinoise est en train de se ralentir et ça va créer des crises profondes. Oui, bien sûr. D'où peut venir le sursaut en Europe, selon vous, contre ça? Alors, d'abord, pour qu'il y ait un sursaut en Europe, il faut que l'Europe se recentre
sur les quelques questions stratégiques fondamentales que je viens d'évoquer et qui conditionnent son avenir. Ces questions, c'est quoi? C'est d'abord sa sécurité. C'est assez frappant de voir que l'Europe s'occupe de plein de sujets qui ne sont pas fondamentaux. Par contre, elle ne s'occupe pas de sa sécurité. Ce n'est pas une question européenne. En clair, tant qu'il n'y aura pas de vrai budget d'armée militaire européenne, ce n'est pas une vraie puissance. Ce n'est pas qu'il faut une armée européenne, parce que ça ne fonctionne pas, parce que pour qu'il y ait une armée, il faut qu'elle soit commandée par un chef. Si le chef c'est un conseil, ça ne marche pas. Mais il faut que les Européens se rassemblent pour avoir des forces suffisantes pour se défendre, des forces nationales. Il y a une alliance qui s'appelle l'OTAN. Il peut y avoir une alliance à côté qui est une alliance européenne, surtout sur les sujets liés à la lutte contre ce que j'appelais le totalitarisme islamique. Regardez ce qui se passe au Sahel aujourd'hui. Il y a 3000 soldats français qui essayent tout seuls, enfin il y a quelques Allemands et quelques autres Européens, qui essayent de contenir la montée du fondamentalisme musulman dans une région qui est grande comme l'Europe. Bon, ça ne marche pas. Je veux dire, il y a aujourd'hui, les forces occidentales au Sahel, les forces françaises au Sahel, passent 80% de leur temps à se défendre, à se protéger contre les attaques des terroristes, et pas du tout à assurer la paix de la région. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est la sécurité des Européens. Le deuxième sujet, c'est les frontières. Si l'Europe veut survivre, il faut quand même qu'elle soit capable de contrôler ses frontières. Je n'ai pas dit de les fermer, j'ai dit de les contrôler. Aujourd'hui, ce n'est absolument pas le cas. Le troisième sujet, c'est qu'il faut que l'Europe soit capable d'avoir une forme d'indépendance énergétique. Il faut qu'elle soit capable de garantir ses approvisionnements en énergie, et dans un cadre qui est celui du réchauffement climatique, donc de la transition énergétique, qui d'ailleurs peut être une chance, parce qu'il peut permettre de développer des nouvelles technologies que d'autres n'ont pas encore développées. Le quatrième sujet, c'est l'industrie, enfin c'est la politique industrielle et c'est la politique scientifique. On parlait d'intelligence artificielle tout à l'heure. On voit ce qui se passe par exemple avec Huawei, avec les géants américains. On voit bien qu'on est de plus en plus marginalisé. Alors on a des entreprises formidables qui trouvent des niches pour s'introduire entre ces mastodontes, mais globalement, c'est ces mastodontes qui dictent l'avenir et qui créent les standards, etc. Donc il doit y avoir une politique européenne pour permettre le développement. Et le dernier sujet, c'est peut-être celui qui est le plus difficile à évoquer en Suisse. Je pense que l'Europe a besoin d'avoir une monnaie qui soit une monnaie internationale. Moi, j'étais contre l'euro, j'ai voté contre, et on pourrait reparler de ce débat et dire qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées qui donnaient raison à ceux qui étaient hostiles à l'euro. Mais aujourd'hui, ce que je constate, c'est que dans la guerre que j'évoquais entre la Chine et les États-Unis ont un instrument de pouvoir, de puissance, qui est absolument unique, qui est le dollar. Le dollar, c'est la seule monnaie internationale, c'est la seule avec laquelle on peut faire du commerce international. Quand l'Allemagne achète du gaz à la Russie, elle est obligée de le payer en dollars. Alors, quel serait l'équivalent européen ? Et la conséquence de ça, c'est que les Américains utilisent le dollar pour s'insérer dans la vie des économies du monde, et en particulier les économies européennes, puisque les Américains considèrent que du moment que vous utilisez un dollar, vous êtes susceptible de respecter toutes les législations américaines. Alors je vais prendre un exemple qui, je pense, est assez parlant. Les Européens ont décidé de maintenir leur soutien au traité nucléaire iranien, et que les Américains ont décidé de dénoncer. Donc ça veut dire qu'en théorie, les entreprises européennes devraient pouvoir travailler en Iran. Je ne porte pas de jugement, j'essaye de vous décrire une situation. Elles devraient pouvoir travailler en Iran, puisque les pays européens soutiennent le traité nucléaire que M. Trump a dénoncé. Mais en réalité, aucune entreprise européenne n'osera aller faire du business en Iran, parce qu'elle sera obligée de le faire en dollars, et parce qu'elle utilise le dollar, l'administration américaine déboulera dans l'entreprise et décidera de leur mettre des amendes gigantesques qui ne sont pas toujours liées, qui peuvent être une façon d'influencer
les pays européens en matière de politique étrangère, qui peut être aussi parfois une façon d'avantager des entreprises américaines par rapport à des entreprises européennes. Ça me frappe. Hein. La volonté impériale des États-Unis, c'est très frappant dans tout ce que vous dites. Quand vous étiez aux affaires, vous l'avez senti, ça? Oui, à quel moment? Il n'y a pas très longtemps, j'ai créé pour l'entreprise dont je suis partenaire aujourd'hui, qui est une entreprise financière, j'ai créé un conseil international, et donc il y a des Américains, des gens un peu du monde entier, et on avait une discussion il y a quelques semaines autour de Huawei. Est-ce qu'on doit travailler avec Huawei? Est-ce qu'on ne peut pas travailler avec Huawei? Et il y a une femme qui fait partie de ce conseil, qui est l'ancienne numéro 2 de la CIA, et elle me disait, mais on ne peut pas travailler avec Huawei. Huawei nous espionne. Je dis, ouais, moi j'ai été espionné par les services secrets américains pendant 5 ans. Ils ont écouté mon téléphone pendant 5 ans. Vous vous souvenez de ce... Voilà, Madame Merkel a été écoutée par les services secrets américains. Alors, il y a une différence entre les deux. C'est que les Américains sont plus proches de nos valeurs que les Chinois. Je suis d'accord. Mais enfin, quand même... François Fillon, expliquez-nous, parce que c'est vraiment intéressant ça, sur les enjeux de puissance. Votre téléphone de Premier ministre qui était écouté par les Américains, ça leur donnait quelle arme, par exemple? Ben, j'en sais rien. Ce que je sais simplement, c'est qu'on l'a découvert à travers les... Snowden, etc. Absolument. Qu'est-ce que ça leur donne comme arme? Je ne sais pas. Ils entendaient les conversations que je pouvais avoir avec le président Sarkozy. Ça pouvait les faire sourire, ça c'est autre chose. Peut-être, parfois. Non, mais c'est quand même... Mais en armes de puissance, en avancée dans les grands dossiers économiques, etc., c'est quand même une relation inamicale par certains côtés. C'est une relation de vassal à suzerain. Et alors ça pose une autre question. Et ça, c'est un fond d'idée américaine? Oui, alors tous les pays font ça. Ouais. Simplement les Américains, les Chinois le font à une échelle gigantesque. Et c'est pour ça que je parle tout à l'heure du choc entre les deux empires. Vous avez une politique impériale américaine qui est en train de s'essouffler, notamment pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que je pense que les États-Unis ont beau avoir l'armée la plus puissante du monde, elle est de plus en plus difficile à utiliser, puisque à chaque fois les résultats sont catastrophiques. Les Chinois ont une autre stratégie impériale, qui est une stratégie d'acquisition, d'infrastructures, d'investissement dans les économies du monde entier. Et nous, on va se trouver au milieu de ça. Alors je finis sur l'euro. Il faudrait quand même que, si on veut que l'euro serve à quelque chose, qu'on puisse demain faire du commerce international en euros. Pourquoi on ne peut pas? Parce qu'il n'y a pas de confiance suffisante dans l'euro, parce que l'euro est une monnaie assise sur un territoire qui est trop divers et sans autorité centrale. Donc, je suis obligé de me faire violence, parce que ce n'est pas ma philosophie politique de départ, mais je pense que la zone euro devrait aller plus loin dans son intégration, qu'il devrait y avoir un programme d'harmonisation fiscale de la zone euro. Je ne dis pas une fiscalité égale partout, mais au moins, si vous voulez, comme il y avait eu le serpent monétaire autrefois, un maximum et un minimum pour que, notamment pour les entreprises, la fiscalité ne soit pas totalement différente de l'Allemagne au sud de l'Italie. Mais vous nous laissez le franc suisse. Ça marche. L'Europe, ça marche. L'avantage de l'Europe, c'est que l'Europe, elle a fait tellement de bêtises dans son histoire qu'elle a appris de ses erreurs et qu'elle n'a plus aucune volonté de puissance. Donc l'Europe n'a pas envie d'envahir la Suisse. Ouais. Voilà. Tandis que les Américains et les Chinois ont toujours cette idée qu'il faut qu'ils contrôlent les territoires. Je reviens à la question du sursaut. D'après vous, d'où peut venir le sursaut européen? Vous aviez beaucoup marqué les esprits en parlant de la faillite de l'État en France à une certaine époque. Aujourd'hui, alors on voit un Macron en France, une génération nouvelle. Est-ce qu'il y a une forme de sursaut? Alors, une espèce de foi européenne. C'est un bel exemple, cette formule que j'avais utilisée, qui avait choqué tout le monde, de faillite, qui avait choqué tout le monde, qui avait choqué ceux qui avaient envie d'être choqués, de faillite de l'État français. Pourquoi j'avais dit ça? C'est parce que quand un État a un niveau d'endettement qui représente grosso modo 100% de sa richesse nationale, il est dans une situation de quasi-faillite. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne pourra jamais rembourser sa dette, voilà, pour dire les choses simplement. Et pourtant, j'ai tort, puisque ça, c'était en 2007. On est en 2019. Il ne s'est rien passé. L'État français se porte parfaitement. Il continue d'emprunter de façon massive à des taux de plus en plus bas. Pourquoi? Parce qu'il y a la politique monétaire qui a été conduite depuis 2008 et depuis la crise. Politique monétaire qui est apparue comme intelligente et de nature à sauver l'économie européenne, mais qui, parce qu'elle se prolonge, devient, de mon point de vue, absurde et extraordinairement dangereuse pour l'avenir.
puisqu'en réalité, elle pousse les États à ne faire aucun effort de restructuration et de réforme. Si on prend l'exemple de la France, la dette continue d'augmenter, le déficit ne se réduit pas, et le chiffre que je trouve le plus symbolique, c'est le chiffre des suppressions d'emplois dans la fonction publique. La France a un record absolu en termes de dépenses publiques. On a 4,5 millions d'emplois publics. Cette année, on va en supprimer 47. 47. Ça veut dire, pardon, selon vous, sous l'allure de la réforme... François Hollande faisait beaucoup mieux. Sous l'allure de la réforme, le président Macron ne réforme pas vraiment? Non, parce qu'il y a cette idée que ça ne sert à rien, puisqu'on peut trouver de l'argent sur le marché. On va quasiment nous payer pour qu'on emprunte. Pourquoi est-ce que vous voudriez que le gouvernement se fatigue à réduire la dépense publique? Sauf qu'il y a, et c'est là où le sursaut peut venir, il y a un moment où ça va s'arrêter. Alors, mon erreur, c'est que j'ai cru que ça allait s'arrêter plus tôt. En fait, ça continue. Alors, ça continue à cause de cette politique monétaire. Ça continue aussi à cause d'un élément que je n'avais pas suffisamment pris en compte, qui est la relativité des choses. C'est-à-dire que la France est dans une situation financière désastreuse, mais si vous la comparez à celle d'autres pays européens, il y a toujours pire. Bon. Et donc, si vous êtes un investisseur et que vous voulez placer votre argent quelque part, oui, d'accord, la France est très endettée, mais enfin, c'est mieux de placer son argent en France que de le passer en Russie, ou en Libye, ou en Irak, ou en Syrie, ou en Égypte, ou je ne sais pas où. D'un point de vue... Donc, il y a un côté, il y a une relativité, mais il y aura forcément une heure de vérité. Et à mon avis, le sursaut, il peut venir à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est peut-être un peu violent et pessimiste que je vais vous dire, c'est que je pense que le sursaut ne viendra que s'il y a une nouvelle crise financière, s'il y a une nouvelle... si on arrive à la fin de ce système et que les États sont réellement dos au mur, obligés de chercher des solutions. Sinon, ils continueront. C'est une forme de drogue, c'est comme un antidouleur. Si vous êtes sous antidouleur pendant des années et des années... La morphine. Voilà, c'est très difficile de vous arrêter. D'un point de vue de la philosophie politique, les idées que vous défendez là, on voit comme ce camp est en train de se déliter. Les gens partent. Comment vous expliquez ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? La droite française. Oui, enfin, c'est plus compliqué que ça, parce que le président Macron ne me paraît pas être très à gauche. Donc je pense qu'il a largement récupéré une partie de l'électorat de la droite française. Non, qui est fait selon vous, ou qui va lui avec raison? Le choc en ce moment, pour moi, il est entre... Je reviens à l'environnement, entre ceux qui essayent de réinventer une philosophie collectiviste contre une philosophie libérale. Après, il y a des nuances à l'intérieur du camp libéral, il y a des nuances, il y a des gens qui sont un peu plus à gauche, un peu plus à droite, mais grosso modo, les forces politiques traditionnelles françaises, elles sont libérales, elles sont convaincues, enfin elles sont libérales, en tout cas, elles ne proposent pas une alternative à l'économie libérale. Par contre, les forces naissantes qui se dissimulent derrière les questions environnementales, elles sont des forces qui sont profondément antilibérales et qui sont collectivistes. Ce camp libéral, est-ce que selon vous, l'ayant vu à l'œuvre, Emmanuel Macron est au fond de droite? Je vous ai dit que je ne voulais pas répondre à des questions de politique intérieure. Bien sûr, non, mais philosophiquement, je ne parle pas ici de parti X ou Y, mais je veux dire, est-ce que c'est un homme de droite dans les fibres? Il y a quelque chose que je peux dire, puisque c'est public, et ça avait fait un petit incident, un de plus, pendant ma campagne présidentielle, mais j'avais un moment... parce qu'Emmanuel Macron avait dit des choses qui étaient assez désagréables à mon égard, je m'étais cru autorisé à rendre public un SMS qu'il m'avait envoyé avant. Et dans ce SMS, c'était à l'occasion d'un débat au Parlement, je ne sais plus lequel, où il avait pris une position qui était exactement la mienne, et je lui avais envoyé un message en lui disant une nouvelle fois, vous me rejoignez sur mes positions, jusqu'où irez-vous? Et il m'a répondu, mais j'y suis déjà. Voilà, donc je pense que vous avez votre réponse. Mais quand vous voyez dans votre propre camp
Quand vous voyez dans votre propre camp les gens qui se rallient maintenant à lui? Alors, est-ce qu'il y a... Mais ça, c'est de l'écume, c'est des sujets... C'est des opportunistes, selon vous? Oui, il y a de tout. Il y a des opportunistes. Il y a aussi des gens qui sont choqués par l'évolution d'une partie de la droite qui devient antilibérale. C'est-à-dire qu'une partie de mes amis politiques ont jeté aux orties toute la partie libérale de mon programme pour ne conserver que les questions d'autorité, de lutte contre l'islamisme, etc. Ça, c'est une dérive droitière, hein, c'est une dérive. À vos yeux? Il y a une dérive d'une partie de la droite et de l'extrême droite qui remet en cause complètement le système libéral, qui considère que l'ennemi, c'est le capitalisme, c'est le capitalisme international, apatride, enfin voilà, je peux... Donc ça, ça a toujours été le cas d'une partie de la droite française. Je pense qu'on avait réussi, avec le président Sarkozy, comment dirais-je, à réduire considérablement cette force-là, mais elle est revenue en force. Mais l'électeur de droite qui dit au fond Macron est des nôtres, est-ce qu'il a raison? Il y tient vraiment. L'avenir le dira. Ah. Non, mais votre avis? L'avenir le dira. Non, votre avis profond. Non, la question, c'est qui est capable. C'est une question très très importante pour moi. Est-ce que ce que j'ai essayé de décrire là, depuis quelques instants, c'est-à-dire cette Europe qui est vieille, qui est un peu fatiguée, qui ne croit plus en grand-chose, et qui a tendance à se replier sur ce que j'appelle des communautés. Mais justement, ceux qui disent Macron, il est jeune, il a de l'énergie, etc. Vous entendez ça? La question que je me pose, c'est est-ce que ce mouvement-là, c'est un mouvement historique, profond, et personne ne pourra aller contre? Parce que c'est l'avenir d'une civilisation, l'Empire romain s'est effondré, et on pourrait en prendre d'autres exemples. Ou est-ce qu'il y a un moment, un homme, une personnalité, une force qui peut interrompre honnêtement, je ne sais pas répondre à cette question. Mais ça peut être lui, franchement, hors toute considération partisane. Est-ce que ça peut être lui? Pourquoi pas? Ouais. C'est pas mal. Aujourd'hui, la nouvelle vie, il y a une dimension chez vous politique, économique, on l'a dit, hein, FIA, mais c'est aussi une dimension humaine. Vous vous trouvez dans votre nouvelle vie le patron de la FIA, un des patrons de la FIA. Je ne suis pas le patron de la FIA, ne dites pas ça. Un des dirigeants de la FIA. Est-ce que votre nouvelle vie est agréable? D'abord, cette partie-là, c'est la partie bénévole de ma vie. J'ai des activités professionnelles, mais... Enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance de savoir si je suis plus heureux ou si je suis moins heureux pour les gens qui nous écoutent. Si, la seule chose, c'est que j'ai fait de la politique pendant 40 ans. Ça apporte beaucoup de satisfaction. Mais 40 ans, c'est long. Ça s'est terminé dans des conditions extrêmement désagréables. Et donc voilà, je trouve du plaisir à prendre du temps pour moi, à prendre du temps pour ma famille, à voyager, à être libre de ma parole, même si elle n'est pas publique. Je veux dire, j'ai plus cette préoccupation permanente de la façon dont on parle, de la façon dont on se comporte, de la voiture qu'on conduit. Voilà. J'ai fait plein d'erreurs stratégiques. J'ai accepté, par exemple, d'être membre du club automobile de Gstaad. Je peux vous dire que ce n'était pas la meilleure idée que j'ai eue s'agissant du Canard enchaîné ou de Libération. Il y a les 3 R fameux, hein, regret, remords, rancune. Est-ce que vous éprouvez l'un des 3? Oh bah, un peu des 3, forcément. Les 3 ensemble? Non, mais la rancune, moi je tourne la page, j'ai tourné la page, je fais autre chose, je regarde devant. Maintenant, oui, il y a des comportements humains qu'on ne peut pas complètement pardonner. Les traîtres. Là, vous écrivez un traité là-dessus. Non, je pense que la droite française s'est suicidée avec ses divisions. Et ça ne commence pas avec la campagne présidentielle, c'est bien plus ancien. C'était intéressant de voir aux obsèques du président Chirac tous ces hommes et ces femmes qui s'étaient battus les uns contre les autres, qui avaient sorti les poignards. Tout le monde était rassemblé et réconcilié autour de la figure du président, ce qui est sympathique et ce qui montre qu'il peut y avoir des moments, des sursauts d'unité nationale. Mais enfin, il y a quand même depuis une vingtaine d'années des batailles uniquement personnelles, uniquement individuelles, uniquement d'ego.
et il n'y a pas beaucoup de débats idéologiques. C'est ce qui a animé la droite depuis les 20 dernières années, c'est pas des débats idéologiques. Et puis, alors, il faut essayer simplement de relativiser ça en regardant ce qui se passe ailleurs en Europe. Si on regarde la politique française et qu'on en parle comme je suis en train d'en parler, on va avoir le sentiment que c'est un problème français. Mais dès que vous prenez un peu de recul, vous apercevez que ce n'est pas un problème français. C'est l'ensemble des démocraties occidentales qui est embarqué dans une sorte de spirale, à mon avis, destructrice. Regardez la politique en Italie, regardez la situation en Espagne. Il va y avoir des élections dans le mois prochain parce qu'il n'y a aucune majorité qui s'est dégagée à la suite des dernières élections. Regardez la situation en Grande-Bretagne. Depuis 3 ans, la plus vieille démocratie du monde est infoutue de trouver une majorité pour régler la question de sa sortie de l'Union européenne. Vous êtes très pessimiste regardez, quand même. Oui, je suis pessimiste. Pessimiste sur l'Europe. Ben oui, il y a un petit côté, c'est foutu, en Allemagne, où il n'y a aucune majorité possible, réelle, en Allemagne. En réalité, il n'y a pas un seul pays en Europe aujourd'hui où il y ait une vraie majorité pour gouverner. Alors, vous allez me dire, si, il y a la France. Il y a la France parce que la France a des institutions que lui a léguées le général de Gaulle, dans lesquelles il y a une élection présidentielle, et cette élection présidentielle, elle détermine forcément une majorité, parce que pour élire un président, il faut 50% des voix. Vous pouvez pas, il n'y a pas de possibilité de faire une coalition sur un seul vote. Mais si vous enlevez le président et que vous regardez ce qu'il y a derrière, vous regardez le premier tour de l'élection présidentielle française, l'extrême gauche fait 20%, je fais 20%, Mme Le Pen fait 21%, M. Macron fait 23%. C'est-à-dire que, en fait, le paysage politique français, il est aussi éclaté que les autres. Et le bloc des antilibéraux est énorme. Et si vous voulez, en Italie, les extrémistes qui ont gouverné l'Italie ces dernières années, additionnés, ils avaient fait 43%. M. Mélenchon et Mme Le Pen, ça fait 43%. Donc, qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire que je pense que les démocraties occidentales sont usées. Le système démocratique parlementaire dans lequel on vit a été un immense progrès dans l'histoire, après des régimes autoritaires. Bon, simplement, il a 100 ans, 150 ans, il a besoin de se régénérer. D'autant plus qu'il est bousculé par la mondialisation, il est bousculé par les réseaux sociaux, il est bousculé par l'intelligence artificielle, il est bousculé par tout ça. Donc il va falloir le régénérer. Je ne sais pas comment. Mais aujourd'hui, la crise que traverse la droite française, c'est en fait la crise que traversent toutes les démocraties occidentales. Et je mets les États-Unis dans le paquet avec une situation politique américaine qui est exactement similaire à ce qui se passe chez nous. François Fillon, vous êtes aujourd'hui de l'autre côté, vous êtes dans l'économie, dans le monde économique. Je notais la carrière politique, 5 ans Premier ministre, 7 ans ministre, 26 ans député, l'étatisme français, cette lourdeur de l'État français, ça, on ne pourra jamais le renverser. Alors, ça a fait des progrès quand même. On part de très très loin. Mais en fait, l'étatisme français, c'est d'abord la dépense publique. C'est-à-dire que je pense que les comportements politiques en France sont moins étatistes qu'ils n'ont été dans le passé. Mais le poids de la dépense publique et le poids du secteur public est tel que la France est fondamentalement un pays étatiste. J'avais essayé d'expliquer pendant ma campagne qu'il fallait baisser la dépense publique et il fallait supprimer, j'avais fixé à 500 000 le nombre d'emplois publics sur 5 ans, pour une raison simple, c'est que c'est à peu près le niveau des départs en retraite. Donc ça permettait de réduire les effectifs publics sans licencier, ce qui est juridiquement impossible. Et je disais, et je sais que ça choquait, que ce n'était pas seulement une question financière, une question de budget. C'est que plus vous avez d'emplois publics, plus vous avez de réglementation et plus vous avez de contrôle. Donc il y a un moment où si vous voulez trouver un équilibre satisfaisant, il faut que vous réduisiez le poids de la puissance publique et le poids de la dépense publique. Sinon, c'est pas une critique que je fais des hommes et des femmes qui animent le secteur public, mais si vous créez un service, il va travailler, il va produire. Et il va produire quoi ? Il va produire des normes, il va produire des règlements, il va produire des contrôles. Vous avez devant vous un avenir, vous avez devant vous une bataille judiciaire que
selon vous, que la gagnerez plus ou moins, selon vous la perdrez plus ou moins? Est-ce qu'un retour en politique est imaginable? Non. En aucune manière? Non. Jamais? Non, moi j'ai choisi une autre vie qui me satisfait pleinement. Puis ce que vous avez décrit tout à l'heure, voilà, ça suffit, quoi. Je me souviens que quand j'ai commencé à faire de la politique, j'en faisais aux côtés d'un homme politique qui a été mon mentor, qui s'appelait Joël Le Tol, qui était député de la Sarthe, qui a été ministre de la Défense. Et je me souviens, j'ai aidé à sa campagne en 1978, et le slogan de ses adversaires, c'était « 15 ans, ça suffit ». Voilà. Moi, j'ai fait 40, donc... Il n'y a aucune nostalgie? Non, il y a parfois un peu d'agacement de voir des sujets sur lesquels il me semble que j'avais des réponses qui ne sont pas utilisées, mais non, il n'y a pas de nostalgie. C'est pas dans mon caractère. Quand vous voyez Emmanuel Macron, vous dites jamais ça pourrait être moi? Moi, quand je cours sur un circuit, je regarde devant, je regarde pas derrière. Ouais. Vous êtes heureux? Regarder devant, parce que vous êtes heureux aujourd'hui, François Fillon? Oui, absolument. Je suis heureux d'être en Suisse et heureux d'être avec vous. Ouais. Là, je ne veux pas vous embêter avec ça, mais c'est vrai que c'est des scènes qui ont tellement frappé humainement. On sort de la politique, là. Moi, j'ai une scène en tête. Je suis un homme de télévision. Jamais je n'avais vu une scène de télévision aussi violente. C'est quand vous êtes face à Christine Angot. Et il y a une forme de brutalité sur un plateau de télévision. J'ai rarement vécu ça. Avec le recul du temps. Avec le recul du temps, ça justifie que j'ai décidé de faire autre chose. Voilà. Non, mais c'est vrai que je pense que ça... Comment vous l'avez vécu sur le moment? Ça m'amène à une réflexion générale. C'est que ça me ramène à la crise de la démocratie occidentale. C'est-à-dire que je pense que nos démocraties deviennent ingouvernables. Donc c'est pas la question de savoir si Macron est bon ou s'il n'est pas bon, ou si Merkel est bonne ou si elle n'est pas bonne. C'est la question de savoir est-ce qu'ils ont encore les instruments nécessaires pour diriger. Et malheureusement, je pense que cette dérive médiatico-politique rend l'acte de gouverner de plus en plus difficile, voire quasi impossible. Quand le président Macron affronte la crise des Gilets jaunes, si on réfléchit bien, c'est pas grand-chose, cette affaire de Gilets jaunes. Il y a eu au maximum des manifestations 150 ou 180 000 personnes dans toute la France à manifester. Je vais être un peu prétentieux, mais quand j'étais ministre des Affaires sociales, j'ai fait une réforme des retraites, j'ai mis 2,5 millions de personnes dans la rue. Ah oui, vous avez fait mieux, là. Macron, c'est un petit joueur à côté. Voilà. Pourtant, il va reculer. Il va reculer et il va se lancer dans son affaire de grand débat, qui, à mon avis, a eu des conséquences fâcheuses sur la suite de sa volonté de réforme. Pourquoi? Parce qu'il y a cette puissance médiatique, cette puissance de l'image, ce système des réseaux sociaux qui font que tout d'un coup, on a l'impression que la France est à feu et à sang, que c'est la révolution. Il a reculé, mais pas surtout. La SNCF, les retraites, il y a des réformes en France quand même. Les retraites, on va voir. Ouais. Pour l'instant, je ne les ai pas vues. Et la SNCF, c'était avant les Gilets jaunes. Ouais. Mais j'étais en Chine à un moment pendant cette réforme des Gilets jaunes, pendant cette révolte des Gilets jaunes. Et les Chinois disaient, mais la France... Oui, eux, ils auraient tiré dans le tas. C'est la révolution. Qu'est-ce qui se passe? Les Champs-Élysées sont à feu et à sang. Et je leur ai dit, oui, la France, c'est un pays très particulier. On fait la révolution, mais un jour par semaine. Voilà, donc le samedi, vous ne pouvez pas aller sur les champs, mais le dimanche, vous y allez, tout va bien. Mais pourquoi je dis ça? Je veux dire que si cette crise a déstabilisé aussi profondément un gouvernement légitime venant d'être mis en place, c'est pas bon signe, quoi. Voilà, c'est pas bon signe. Et après, le président Macron s'est lancé dans cette affaire de grand débat, qui est très intelligente sur le plan médiatique, qui lui a permis de sortir de la crise, mais qui, au fond, symbolise sa paralysie. Et en voyant ce débat, je pensais à une remarque d'un homme politique français controversé, mais que j'aimais bien, qui s'appelait Charles Pasqua. Charles Pasqua, avec Philippe Séguin, on avait, en 1998, conquis le RPR contre l'avis de Chirac et de Juppé. Et Philippe Séguin avait décidé d'organiser un grand débat avec tous les militants du RPR pour aller leur demander, au fond, leur avis, quoi. Comment vous voulez qu'on fasse, quoi. Et la première réunion avait lieu dans le sud de la France, et Charles Pasqua était là, et il avait dit avec son accent corse, que je ne sais pas imiter,
quand le chef demande aux troupes son chemin, c'est qu'il est perdu. Et il y a un petit peu de ça. Je veux dire, vous voyez, et on a le sentiment que les démocraties occidentales sont toutes dans cette situation-là. C'est-à-dire que je ne gouverne pas, je regarde comment je peux passer à travers les gouttes, je regarde comment je peux essayer d'affronter le prochain sondage, la prochaine réunion de la commission machin, etc., etc. Vous ajoutez à ça la judiciarisation de la vie politique qui est une généralité aujourd'hui en Europe, et on se pose vraiment la question de savoir si c'est encore possible de diriger, c'est ce que j'appelle diriger, c'est-à-dire prendre des décisions, faire des réformes, prendre des décisions courageuses. Est-ce que c'est encore possible dans notre système démocratique? Et du coup, il y a des tentations aujourd'hui totalitaires que j'évoquais tout à l'heure, il y a des tentations autoritaires. C'est la première fois que je vois dans mon pays des jeunes vous dire, après tout, un régime un peu musclé, ça serait pas si mal. Oui, l'idée libérale est en danger, hein, oui, vraiment l'idée de liberté. Hein. Oui. Oui, il y a des gens qui pensent que voilà, Poutine, ça serait plutôt une bonne idée, y compris des jeunes sur les sujets d'environnement. J'ai eu des débats avec des amis de mes enfants me disant mais on n'arrivera jamais à régler les questions d'environnement et les questions de réchauffement climatique par la démocratie, ça ne marchera pas. Donc il faut l'imposer. Il faut l'imposer par la force. Donc il y a cette tentation aujourd'hui qui est minoritaire, mais voilà, qui progresse. François Fillon, vous êtes bon raconteur d'anecdotes, hein. Les gens ne connaissent pas cet aspect-là, mais vous êtes très bon en anecdotes. Il faudrait une autre conférence. Il y a quand vous êtes au sauna avec Poutine, non? Non, c'est pas mal. Ça c'est faux, ça. J'ai jamais été au sauna avec Poutine. Non. Vous n'êtes pas au sauna avec Poutine? Non, j'ai raconté une anecdote que Poutine donc c'est au moment de l'affaire après l'invasion de la Libye, enfin la guerre en Libye. J'avais rencontré Poutine à Moscou et Poutine me dit hier j'étais au sauna avec Medvedev. Les journalistes. Et je lui ai dit tu t'es fait rouler dans la farine par Sarkozy puisque comme vous savez on avait un mandat des Nations Unies pour empêcher l'aviation libyenne de voler. On n'avait pas de mandat pour aller jusqu'à détruire le régime libyen. Donc c'est pas moi qui étais au sauna avec Poutine, c'était Medvedev. Et il y a une anecdote que j'adore sur Chirac, qui en dit beaucoup sur le fonctionnement de l'État français avant, c'est, il vous dit dans quel ministère ça te plaît, hein? Ça c'est fantastique. Non mais ça c'est pas racontable ça. Si, ça c'est fantastique. Ça, je trouve que ça explique, vu de Suisse, ça explique comment a longtemps fonctionné, ou fonctionne peut-être encore un peu la France. Oui, mais j'ai jamais su chez Chirac si c'était une coquetterie, une façon de... Je l'accompagnais au Japon dans une visite d'État, et c'est celle-là, cette histoire. Ouais. Et il me présente au Premier ministre, et il dit François Fillon qui est ministre de la Recherche. Alors je dis rien, et à la sortie, je lui dis, tu sais Jacques, je suis plus ministre de la Recherche, je suis ministre des Télécoms. Ah oui. Et puis le lendemain, on est... au Palais Impérial, il me présente à l'empereur et il dit François Fillon qui est ministre, puis il se souvient qu'il y a un truc, il dit de la science et de la communication. Oui, mais aussi quand il vous dit quel ministère tu veux, il réfléchit, et il vous donne d'autres ministères. Ouais, non, ça c'est en 2002, on était fâchés un peu ensemble, il m'invite pour se réconcilier, il me dit si on gagne, qu'est-ce que tu veux faire ? Et je lui dis, c'est pas à moi de choisir, c'est toi qui choisiras. Mais en tout cas, il y a deux ministères pour lesquels, franchement, je me sens pas préparé, quoi. C'est l'éducation nationale et les affaires sociales. J'ai eu les deux. Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup. Je propose qu'on vous applaudisse. Merci. Merci beaucoup. Alors, Qu'est-ce qui fait un bon pilote? Un vrai bon pilote? Qu'est-ce qui fait un bon pilote? Moi, je ne suis pas un bon pilote. Je suis sûr qu'il y en a plein dans la salle. Mais d'abord, un bon pilote, c'est quelqu'un de raisonné et de calme. Parce que souvent, les gens, les journalistes qui ne comprennent rien au sport automobile... Vous avez 100%, surtout dans mon cas. Me disaient, mais comment est-ce que vous pouvez aimer le pilotage alors que vous êtes calme, froid oui, justement, ça va. Et la deuxième chose, je pense qu'un bon pilote, c'est quelqu'un qui a un sens des trajectoires, qui a une vision un peu... Voilà. Mais je ne suis pas un bon pilote. Je fais des courses en général en équipage avec mon frère, qui est médecin, mais qui est aussi le patron des 24 heures du Mans. Et il me met entre 1 et 2 secondes au tour. Vous reviendrez. Merci beaucoup.
Parce qu'il est petit. Parce qu'il est petit.